Merci beaucoup à tout le monde et ravi de parler à nouveau de quelque chose, bien entendu, qui est en lien avec la désinformation, puisque cette année, enfin l'année dernière, il y avait donc une table ronde qui était intitulée « Comment améliorer le niveau d'éducation ?» Donc ça renvoyait au concept de littératie, sur lequel on va revenir, de la population sur les produits de santé. Alors, dans les tables rondes de Gien, historiquement, dans l'ADN, il y a toujours l'idée d'une continuité et puis d'être sur des sujets d'actualité. Alors, pourquoi cette table ronde ? Eh bien, parce que il y a 2 ans de ça, il y avait eu, comme l'a indiqué Mathieu, une table ronde sur quelles actions pour lutter contre la désinformation sur les produits de santé. C'est là, en l'occurrence, qu'on avait parlé des défis. Et on avait émis, c'est ce que rementionne ce tableau, toute une série de recommandations qu'on avait déjà essayé plus ou moins de creuser. Et dans cette table ronde, à l'époque, une des recommandations portait justement sur les connaissances de base. L'idée, c'est pas de faire des pharmacologues ou des thérapeutes, bien entendu. Ça se saurait, sinon je serais particulièrement intéressée. Mais les connaissances de base sur les produits de santé, sur le versant à la fois éducation et formation. Et donc, on avait déjà, comme je l'ai dit à cette époque-là, listé un certain nombre de choses, en partant du principe que le public, de toute façon, était un acteur incontournable de toute intervention de santé, incluant les produits de santé, et qu'on avait bien vu à l'occasion du Covid-19, dont on parle tant et même avant, que, notamment en France, le médicament et les produits de santé en général avaient une place particulièrement importante. Alors, bien sûr, comme dans toute table ronde de Gien, il faut, même tout travail, il faut bien définir un périmètre. Et il fallait d'autant plus le définir que quand on voit le titre, bien, ça peut partir rapidement dans tous les sens. Et puis en plus, on est curieux, donc on a envie de parler de tout. Et donc, on s'est dit, bon, il faut quand même un peu de méthode. Clara Locher était là pour nous indiquer le chemin. Et donc, oui, travailler sur les connaissances, c'est-à-dire le niveau de base, les socles, les fondations, sur le médicament et les produits de santé. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut être plus précis, bien entendu, même si c'est les fondations. C'était quels éléments, quel contenu. Et puis, c'était aussi les moyens. Et donc, les modes de communication, comment communiquer et comment diffuser. Et donc, ça renvoyait aux vecteurs, ce qui montre déjà que finalement, il y a, comme l'a dit Mathieu, il y a 2 choses qui sont essentielles et qui vont de pair. C'est à la fois les connaissances, l'information et la façon de former et d'informer. Et c'est un peu comme l'hémisphère droit et gauche, l'un ne va pas sans l'autre. Allusion à ta petite réunion, on te dit, où il y avait 20 communicants. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est vrai que la communication est aussi un métier. Bien entendu, donc nos travaux ont porté sur la littératie, mais le but c'était pas de dire on va inventer la littératie, etc. On est parti de travaux qui existaient, parce qu'on va pas non plus réinventer. Il faut toujours tenir compte de ce qui existe. Mais par contre, il fallait avoir une idée déjà de la cible, parce que le temps est court, et donc on s'est dit que finalement, vu la place du médicament et des produits de santé dans la société, la cible, c'est ça, c'était le citoyen, c'était quel que soit son âge, monsieur tout le monde, mais quel que soit son âge avait du sens parce que on était plusieurs, pour pas dire quasi tous, à être convaincus, on l'avait déjà dit dans les précédentes tables rondes, de l'intérêt de former et d'informer le plus tôt possible, parce que la place du médicament fait que on rêverait que dans les écoles, on parle davantage du médicament que du cycle de l'urée. Je prends cet exemple au hasard, bien entendu, je n'ai rien contre le cycle de l'urée. Alors, bien entendu, pour bien cerner les choses, et parce que le temps nous est compté, alors on s'est enlevé des périodes dont on sait qu'elles sont particulières. On sait que informer en période de crise est particulièrement difficile, on le savait. On l'a encore appris récemment. Et puis, hors éducation thérapeutique, parce que c'est quelque chose qui existe, dans lequel il y a déjà beaucoup de travaux, donc on n'allait pas reparler de choses qui existent. Et puis surtout, comme l'a dit Mathieu, ce travail, cette nouvelle table ronde de Gien, était dans la continuité de celle d'il y a 2 ans avant, de 2023 pour ceux qui ont suivi, mais aussi, comme l'a dit
Mathieu, une table ronde de Gien qui à l'époque se passait à Gien, petit placement de produit, en 2013 et qui était donc pilotée par Mathieu. Et à l'époque déjà, il y avait Sandrine Cabu de mémoire qui était là, donc un journaliste qui était présent, des représentants d'usagers. Voilà. Donc l'idée, c'était à chaque fois de bien définir le périmètre et de s'inscrire dans l'ADN de Gien, qui est toujours de capitaliser sur des sujets d'actualité et de les incrémenter. Et d'ailleurs, de mémoire, en 2013, on avait déjà parlé d'un portail. Alors, il n'était pas aussi élaboré que ce qu'a marqué le grand groupe, le trio Dominique Ostagliola et René Vétois, mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait déjà émis l'intérêt d'un portail dans lequel il y aurait des informations de qualité. Donc, on savait bien, par définition, que cette table ronde était sur un sujet d'actualité, et puis on ne savait pas qu'on allait autant l'être, parce que juste au moment où on commençait à travailler, fin mars, début avril, à faire le casting, et même dès janvier, de tous les membres qui allaient constituer la table ronde, on a appris que le ministre de l'époque annonçait faire de la lutte contre la désinformation une priorité stratégique qui s'est ensuite concrétisée par ce que vous savez. Alors, à Gien, les compositions de table ronde sont toujours pluridisciplinaires. Elles l'étaient encore plus que d'habitude, foi de quelqu'un qui est à Gien depuis un certain nombre d'années. Et on a eu la chance, et là il faut rendre à Mathieu ce qui est à Mathieu, d'avoir en plus des personnes de l'éducation nationale, parce que, et ça a été un combat dans le sens positif du terme, bien entendu, et on a été vraiment ravis. Alors, je crois qu'elles sont hélas pas là aujourd'hui, mais elles ont été. Bon, alors, tout le monde a été très contributif. Je vais pas faire un infoscore de la contributivité des personnes de la table ronde de Gien, mais c'est vrai qu'elles ont été particulièrement éclairantes sur la façon dont les programmes scolaires se faisaient ou ne se faisaient pas, comment, pourquoi. Voilà, c'est aussi la richesse de Gien que d'apprendre de différents domaines qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît que de façon très superficielle. Donc voilà, on était un groupe très très pluridisciplinaire, encore plus que d'habitude, et on a été ravis que tout le monde contribue et soit addict à tout le travail qui a été produit pendant les nombreuses séances de travail en visio et ensuite en présentiel. Alors c'est qui continue, les amis? Allez, suivant, next. Okay. Ouais, je te laisse repasser. Alors, ce qu'on a recommencé par faire une fois qu'on avait défini le périmètre, c'était de redéfinir en fait ce qu'on mettait derrière la littératie en santé. Et donc la définition, c'est pas nous qui l'avons portée, c'est une définition qui avait été publiée, si je me souviens bien, au début des années 2010. Et c'est en fait la capacité à obtenir et à comprendre et à évaluer des informations en santé pour être capable de prendre des décisions éclairées sur sa propre santé. Donc il y a plusieurs briques là-dedans et on s'est basé, ça émane d'une publication qui avait été qu'on a retravaillé mais qui avait été faite. Le premier le premier item, c'est de rechercher, de trouver, d'obtenir les bonnes informations. Donc la capacité à accéder aux informations. La deuxième brique, ça comprend la capacité à comprendre les informations, c'est-à-dire d'être en capacité d'en saisir ce qui doit en être compris. La capacité derrière à évaluer ces informations, c'est-à-dire à pouvoir les interpréter et avoir un regard critique, ce que Mathieu a présenté tout à l'heure, sur ce qui est apporté comme type d'information. Et le dernier, c'est à les utiliser pour soi-même dans ses propres décisions de santé et dans ses propres éléments. Et tout ça contribue bien évidemment à qualifier, à la fois être en capacité de gérer soi-même son état de santé, sa qualité de vie, en tous les cas d'y apporter des choix éclairés. Ce sur quoi on s'est également appuyé pour qualifier un petit peu cette littératie en santé, c'était des données, une enquête qui avait été menée par, je crois que c'était l'OMS, et qui au niveau européen montrait qu'on avait, donc vous avez en plus c'est rouge, et moins la littératie en santé est importante. Et donc vous voyez sur cette petite extraction que côté France, on a un petit peu plus de 44% de la population qui a des difficultés pour accéder, comprendre et s'approprier des informations de santé, ce qui est relativement important. Alors on pourrait se dire il y en a une bonne partie qui la maîtrise, mais finalement quand on prend les deux extrêmes, on a quand même une grande différence. Et finalement cette mauvaise appréhension de la littératie en santé, quand on creuse, elle touche des populations qui du coup sont aussi
populations avec un niveau socio-économique et une plus grande difficulté à s'approprier en fait cette littératie en santé. Et ça a un impact parce que on a mis quelques extraits de la littérature scientifique. En fait, ça a un impact puisque sur certaines populations, notamment par exemple sur des populations âgées, mais il y en avait plein des exemples, on se rend compte que ça impacte la capacité à pouvoir gérer, à auto-gérer ces prises de médicaments. Et donc, ça peut derrière entraîner soit des mésusages, soit des arrêts de traitement, soit des mauvaises prises, soit des choses comme ça. Et on voit aussi que les populations les plus d'un point de vue socio-économique sont aussi celles qui ont une littératie en santé la plus faible et donc qui sont aussi, comme le disait Mathieu, le plus sujet à être capté par de la désinformation et donc entraîné dans d'autres choses. Fort de ça, on a regardé un petit peu qu'est-ce qui pouvait être fait. Alors, évidemment, le travail a été beaucoup plus approfondi après par ce qui a été fait avec Mathieu et le groupe qu'il avait, mais on a défini 4 grandes structures qui se basent sur les 4 piliers qu'on a évoqués tout à l'heure. Le premier, c'est d'être capable de structurer et de valider des contenus de manière à pouvoir les offrir et donc avoir quelque part quelque chose qui permet de donner ces contenus, de favoriser l'appropriation. Et là, on a eu pas mal de discussions parce qu'il y avait aussi dans le groupe des psychologues, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que on va être en capacité de récupérer l'information qui est disponible et de se l'approprier. Le sujet de la diffusion de ces informations, la diffusion efficace de ces informations, à quel moment en termes d'âge, à quel moment en termes de parcours de vie. On réceptionne pas l'information de la même façon quand on est en bonne santé que quand on est malade et qu'on vous annonce une pathologie. Et puis l'autre élément qui nous est paru important, c'est de l'ancrer dans la durée, c'est-à-dire que c'est pas du one shot. Et l'idée, c'est que ça se répète parce que justement, au cours de la vie, on a aussi des besoins qui varient et des attentes qui peuvent évoluer. Donc, partant de là, on a, je sais plus combien il y avait de recommandations, 9, 10. Il y avait 10 recommandations et je vais laisser Clara les présenter. Alors, je peux pas sortir par là. Alors, je vais vous présenter les recommandations, mais évidemment, la présentation de Mathieu nous a un petit peu spoilé. Hein. C'est un peu comme si on regardait l'Empire contre-attaque en sachant déjà que Dark Vador était le père de Luke Skywalker. Mais bon, on va dire que la répétition fixe les notions et on va voir ensemble l'ensemble des recommandations qu'on a élaborées. Donc, la première, comme on l'a dit, le premier levier, c'est vraiment ce qui va permettre de structurer, de valider les contenus, avec un premier constat qu'on a fait, qui était le fait que finalement, il n'y avait pas de définition du socle commun de connaissances qu'on aimerait bien, pour lequel on aimerait bien que l'ensemble des citoyens aient accès. Et fort de ce constat, on est parti de l'idée qu'il était nécessaire de définir ce socle commun de connaissances minimales que chaque citoyen devrait avoir pour avoir un usage approprié des produits de santé et des médicaments. Et donc l'idée, ça serait que ce socle commun puisse être validé par une méthode de consensus de type Delphi, en sachant qu'on a identifié a priori 5 grandes thématiques. Une première qui porterait sur la définition du médicament et son rôle, ou enfin plus largement des produits de santé. Un deuxième chapitre sur qu'est-ce qu'une balance bénéfice-risque. C'est pas nécessairement évident à faire appréhender pour les citoyens. Un troisième chapitre, si je me souviens bien, qui était sur prescription et utilisation des médicaments. Un quatrième sur le développement du médicament et faire comprendre l'importance et de la recherche clinique notamment. Et un dernier sur la sécurité du médicament et le rôle de la pharmacovigilance. Donc voilà un petit peu pour cette première recommandation. Et force est de constater que ces informations, pour partie, existent déjà, mais sont difficiles à identifier dans un contexte, on va dire, d'infodémie. Et il nous semblait important de réussir à les centraliser. Et donc, comme l'a dit Mathieu, il est important de réussir à centraliser un petit peu l'ensemble de ces informations qui, pour partie, sont déjà disponibles, mais qui sont pas suffisamment visibilisées. Et donc, les centraliser, sur une plateforme de confiance pour lequel le contenu est validé et pour lequel les initiatives sont mises en avant avec un degré de confiance jugé satisfaisant. Le deuxième levier qui nous paraissait important pour essayer d'améliorer la littératie, c'était de favoriser l'appropriation, puisque comme vous le savez, c'est pas parce qu'on diffuse une information qu'elle est comprise et encore moins qu'elle est utilisée par celui qui va la recevoir.
Donc là, l'idée, c'est vraiment de favoriser la création de contenu qui va prendre en compte les compétences psychosociales du public cible à qui est destinée cette information, de manière à vraiment favoriser l'acquisition de ces connaissances et donc mesurer, comprendre, connaître son degré de compréhension, la façon dont il va pouvoir appréhender les différents messages, voire l'intégrer dans la construction des supports et des messages qui sont portés, de manière vraiment à changer finalement d'éducation, si je puis dire, et d'être un peu moins descendant et de partir plutôt vers une pédagogie participative dont on sait qu'elle favorise l'acquisition des messages. Et puis, une autre recommandation qui est assez spécifique, mais qui est aussi partie du constat qu'une partie importante de l'information qui est donnée aux patients ou aux citoyens, elle est faite à l'oral, que ça soit au sein d'une consultation ou au sein d'une officine, et que c'est vraiment pas la meilleure modalité pour appréhender les messages qui sont communiqués sur les produits de santé. Et il nous semblait important que cette information, elle puisse être tracée, et du coup que les logiciels métiers qui permettent de rédiger des ordonnances, par exemple, puissent être complétées par des messages de prévention, puissent réorienter vers des sites d'information et vraiment puissent compléter ce qui est délivré à l'oral pour que le patient puisse, à tête reposée, revenir sur ces messages qui sont délivrés soit en consultation, soit au moment de la délivrance des produits de santé. Ensuite, il y a un troisième levier, c'est la problématique liée à la diffusion. Donc, dans le bon usage, des fois, on parle du 5B, c'est-à-dire le bon patient, la bonne dose, le bon moment, etc. Bah là, c'est un peu pareil pour diffuser de l'information. Il faut réussir à diffuser son information au bon moment, au bon public, avec de la bonne façon. Et c'est quelque chose qui, finalement, peut être assez difficile. Et c'est pour ça qu'on avait besoin aussi, dans notre table ronde, d'avoir des experts en communication et en formation et en information. Mais là, force est de constater qu'il faut choisir de multiples sources d'administration, pas comme dans le médicament en l'occurrence, parce que si on veut vraiment réussir à faire passer ces messages, il faut que ça passe par une information multimodale qui soit à la fois au niveau national, via les médias, les institutions, l'université, au niveau local, avec les CPTS, donc les communautés professionnelles, les hôpitaux, les collectivités, et puis de manière également individuelle entre les professionnels de santé et les patients. Et également, on est conscient de ce qui existe déjà. Il ne s'agit pas nécessairement de recréer systématiquement du contenu. Il faut être utilisé avec intérêt ce qui est déjà existant, mais c'est parfois assez difficile de partager ces contenus-là. Et donc, il y a une nécessité quelque part d'avoir dans cette plateforme quelque chose qui permette de remonter, on va dire, un peu plus au niveau national le contenu de ces formations qui sont proposées aux patients ou aux citoyens, de manière derrière à pouvoir les essaimer au niveau local qui jusqu'à présent ne les utilisait pas. Le quatrième levier, c'est lié au fait que il y a besoin de s'inscrire dans la durée et de répéter cette formation et cette information sur les produits de santé. C'est pas une formation qui peut s'inscrire en une seule fois. Et comme on dit à la fois en tant que parent et à la fois en tant qu'enseignant, la répétition fixe la notion. C'est peut-être tout l'intérêt d'avoir fait 2 présentations à la queue leu en disant la même chose. Donc évidemment, il faut que ces interventions, elles s'inscrivent dans la durée, qu'on répète régulièrement les messages. Répéter veut pas dire les dire exactement de la même façon, comme on l'a dit. Ça doit s'adapter à l'âge et aux conditions de la personne qui reçoit ces messages-là. Mais on sait qu'il faut nécessairement les répéter pour qu'ils soient compris, acquis, utilisés. Et puis surtout, ce qu'on a remarqué, c'est que il y a une des cibles qui, pour l'instant, n'était pas du tout destinataire de l'information sur les produits de santé. Ce sont les enfants, ou plus généralement, quand je dis enfants, c'est on peut dire jusqu'au lycée quelque part, puisqu'il n'y a rien pour l'instant dans les programmes scolaires autour des produits de santé. Et donc, c'était tout l'intérêt, justement, de discuter avec ces 2 enseignantes qui contribuent à l'élaboration des programmes, de savoir comment est-ce qu'on pouvait intégrer les produits de santé dans l'éducation. Et donc, il y a différentes solutions qui peuvent être soit vraiment discuter des produits de santé ou alors se servir des produits de santé dans tout ce qui est, par exemple, formation aux médias et se servir de la désinformation sur les produits de santé pour expliquer comment critiquer les discours qui sont faits et qui sont trompeurs sur ces produits-là. Et enfin,
voilà, ça a déjà été dit aussi. C'est difficile de parler d'information en santé sans regarder dans le rétroviseur, en regardant la taille de la désinformation en santé. Et donc, on a beau créer du contenu, ce contenu n'est pas toujours suffisamment mis en avant. Et il faut comprendre qu'on a besoin d'occuper l'espace numérique parce que la nature n'aime pas le vide. Et quand on ne l'occupe pas suffisamment, c'est pas forcément de l'information de qualité qui est derrière mise en avant. Et donc, il y a un vrai besoin de créer du contenu qui vient contrecarrer cette désinformation. Et donc, ça doit s'inscrire évidemment dans une stratégie beaucoup plus globale qui doit également intégrer la lutte contre la désinformation en santé, comme l'a dit Mathieu. Donc voilà pour les recommandations qui ont émané au cours de cette table ronde sur la littératie en santé. Donc si j'essaye de résumer un petit peu, vraiment la capacité à comprendre et à intégrer les données et les informations sur les produits de santé, c'est un déterminant majeur de santé. Ça contribue à l'amélioration. Quand on améliore la littératie en santé, on améliore la santé des populations. Qu'informer n'est pas suffisant. Il faut que les données, elles soient comprises, elles soient acquises pour pouvoir être utilisées. Donc, il faut rentrer vraiment dans une démarche de formation. Et que pour ça, voilà, les grands piliers qu'on a essayé de mettre en évidence, il faut structurer et valider nos contenus. Il faut créer des contenus qui puissent être appropriés, on va dire, appropriés par les personnes qui doivent les recevoir. Il faut trouver les bons canaux de diffusion et puis il faut s'inscrire dans la durée. Alors ça peut être long, ça peut donner l'impression de répéter tout le temps un petit peu les mêmes choses, mais il y a que comme ça qu'on arrivera à améliorer la littératie en santé, vraiment en essayant de coordonner tout ce qui est déjà fait et d'avoir une vraie stratégie nationale et pas plein de petites actions locales qui ne sont pas suffisantes pour améliorer la littératie en santé. Voilà. Ça, c'est bien résumé.